Nous sommes en 1500 approximativement, du moins selon ton histoire à toi, Esteban Cortés. Tu as face à toi un village entier d'indigènes. Il est en feu. Tu vois de ci, de là, les cadavres rampants de ces pauvres autochtones, les derniers, ceux qui ont refusé de t'amener jusqu'au temple, parce que c'est ça que tu es venu chercher, n'est-ce pas, Esteban? Tu es venu jusqu'ici pour l'or et la lumière. Tu veux les éclairer et tu veux qu'ils t'éclairent en échange, mais ce peuple-là, ce village, ces irréductibles, ces sauvageons suprêmes ont résisté. Oh, une résistance assez futile face aux armes à feu et tes hommes. Tu es là, au milieu du village, il n'y a plus rien. Et moi, Nousta, je suis un peu plus loin, dans la forêt. Sur mes joues dévalent des larmes brûlantes, au moins aussi brûlantes, je pense, que les flammes qui ravagent la maison dans laquelle ma famille se trouvait au moment où tu as attaqué. Nous savions que vous veniez, mais nous ne savions pas quand, et nous avons été pris de court. Je te regarde, toi et ta grande figure, face à ce brasier. Ma sarbacane entre les mains. Je serre, et je grogne, mais je ne sais pas si tu m'entends. Je grogne comme un jaguar, comme ceux que j'ai l'habitude de voir dans le monde, dans mon monde, parce que tu es chez moi, Esteban. Et je me suis promis de te tuer ce soir. Je suis au milieu de la place du village. Je t'ai pas vu. J'ai même pas fait attention. Comme si tous les habitants pour moi étaient soit morts, soit attachés, emprisonnés. J'ai quelques hommes qui sont en train de décharger des caisses, de la poudre, quelques pièges et aussi des crucifix, des idoles que je m'étais promis de distribuer, de montrer à tous ces impies. Ces gens qui n'ont pas voulu m'écouter quand je suis arrivé le matin tout seul avec une petite troupe d'hommes. On m'a signifié de rentrer chez moi. Alors je suis revenu avec beaucoup plus d'hommes, du feu, des canons, des fusils. Et j'ai réduit en cendres ce village qui n'a pas voulu reconnaître ma lumière. Ça brûle devant moi. Un brasier de paille, peut-être. C'est ta maison, sans doute. Tes parents sont agenouillés. Ils ne sont pas encore morts, eux. Ils ont été juste capturés. Je fais un signe à mes soldats de les amener. Eux, je veux les garder précieusement. Parce que je sens dans le regard peut-être de ta mère que elle pourrait cracher le morceau. En tout cas, ton père me servira sans doute de cobaye pour lui montrer de quoi nous sommes capables ici. Vous n'êtes pas des hommes de toute façon. Et Nousta, elle est partie en début de journée. Je pense qu'elle t'a juste croisé. Tu vois, elle t'a vu avant qu'on te chasse du village. Et elle t'a vraiment traité comme un moins que rien. C'est une jeune fille, elle est très jeune, hein, elle a 16 ans. Et elle a pas vraiment fait attention à toi parce que elle a beaucoup d'autres choses à gérer, notamment là, elle était partie en chasse. Et je vais te proposer une première ellipse, en fait. À savoir que moi, je suis partie, pas seule. Je suis partie avec 6 hommes, à peu près. Jeunes, tous. Et on a toujours un vieux cador avec nous. Et on est partis tous les 6 dans la forêt. Et quand on vous voit attaquer le village, on réplique. Et au fur et à mesure de la soirée, parce que c'est la soirée dans ma tête, au fur et à mesure de la soirée, on était de moins en moins nombreux de notre côté. On s'est enfoncé dans la forêt, etc. On n'a pas réussi à vous avoir et vous nous avez pourchassés. Et maintenant, il ne reste plus que moi. Et je suis haletante derrière un arbre gigantesque. Je t'entends, toi et 2 de tes hommes, plus loin. Mon visage est couvert d'une crasse de sueur, de boue, de résidus de fumée parce qu'on est rentré dans les maisons pour vous surprendre. On a quand même eu pas mal des vôtres, mais bon, au détriment de pas mal des nôtres aussi.
Vous avez décimé quelques soldats qui se sont pris des flèches, peut-être des pics empoisonnés, quelque chose qui les a tétanisés sur place. Ils sont peut-être pas morts ou ils sont, en tout cas, un mal qu'on n'arriverait pas à déterminer. Mes soldats sont partis à votre trousse et je les ai rejoints. On est bien avancé à l'intérieur de cette forêt. Effectivement, la nuit est tombée. La canopée cache quasiment la lune et on est dans une pénombre très avancée. On entend les bruits des insectes, des oiseaux. Je te cherche, je sais que tu es toute seule. Je t'ai vu passer il y a quelques minutes à une centaine de mètres. Je fais un signe à mes hommes. Chut. Et de par mon expérience militaire, avec un signe de main, je leur donne l'ordre d'aller à droite, à gauche, d'essayer de t'encercler. Je sais pas si tu les entends venir. Je pense que je vous entends quand vous êtes tous les trois et je dois pouvoir identifier ça, mais peut-être que j'y fais pas très attention parce que je m'imagine quand même blessée. Je pense pas qu'on s'en sorte clean, tu vois, quand on essaie de sauver un village. Je pense que j'ai pris une balle, donc je ne vous entends absolument pas, parce qu'en fait, je suis en train à ma ceinture, je dois avoir, tu sais, des espèces de petits onguents, et je suis persuadée que j'ai réussi à vous semer, parce que peut-être vous avez pas allumé de torche. T'as été plus malin que ça, et t'as pas allumé de torche encore, et du coup, j'ai pas fait gaffe. Je suis en train d'essayer de me soigner, et je vous entends pas, donc je te laisse la main. Un de mes hommes, Mendoza, il doit apercevoir soit ta lance qui dépasse d'un arbre et tout. Il me fait un signe de loin. Je dois être encore à peut-être une trentaine de mètres de toi. Et là, moi, je vais essayer d'avancer prudemment. Je sors mon mousquet et je mets de la poudre dedans. Et ça prend quand même du temps, tu vois. Je sais où tu es à ce moment-là. Je mets la poudre et je prends ma mèche pour enfoncer le projectile à l'intérieur de ce mousquet. Mon arme à la main, je vais essayer d'avancer plus doucement. Puisque là, je dois m'approcher à peu près à 10 mètres et je continue à avancer. Tu n'as pas vu mes hommes, mais peut-être que moi, tu vas m'entendre. Je te vois. Je suis à 10 mètres. Mais là, il va falloir que soit je cours pour essayer de t'attraper, soit je me vois pas tirer comme ça, là. Surtout que tu es caché derrière l'arbre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me précipiter pour essayer de t'atteindre, te plonger dessus pour te mettre au sol. Du coup, moi, je t'entends forcément quand t'es à 10 mètres, on est d'accord ? Ouais, si je me mets à courir là, à ce moment-là, oui. Et je pense que, en fait, il y a un truc qui se passe quand t'essaies de m'attraper, c'est que je me retourne, tu vois, à ce moment-là, et je te balance mon onguent à la tronche. Vraiment, je te l'envoie dans la tête. C'est pour essayer de gagner ces quelques secondes qui me permettront de me remettre à claudiquer un peu plus loin. Tu me surprends parce que je m'attendais pas à ce que tu aies quelque chose dans la main que tu me jettes. Je m'attendais bien à ce que tu te retournes, que tu m'entendes, mais pas à ce que tu me jettes quelque chose. Donc là, je suis plutôt surpris au moment où j'arrive. Et d'ailleurs, même ça me fait peur, même si ça fait pas mal, ça me fait peur. J'ai peur de ce que tu m'envoies parce que ce mysticisme qui a autour de votre tribu. J'ai vu mes hommes tomber tout à l'heure avec des petites flèches, des petites fléchettes, et je m'attends à tout. Donc je me mets même à avoir un mouvement de recul, ce qui te laisserait peut-être quelques secondes pour pouvoir sortir de ce coin, aller ailleurs. Et moi, je recule en fait à ce moment-là, quand sur ces quelques secondes-là, et je siffle. Mais tu sais, entre mes dents, c'est un espèce de sifflement de. T'as déjà entendu d'autres personnes faire ça. Pour autant, là, l'effet escompté est tout autre. Tu vois, dans ma mythologie, dans mon mythe, j'en appelle un esprit du serpent pour réussir à me faufiler. Puis il y a un de tes hommes qui va essayer de t'aider. Et je veux lui tirer dessus, à lui par contre, et essayer de courir avant de partir en courant. Il se prend une fléchette droit dans le torse, c'est juste au-dessus de la... C'est là, au niveau de la thyroïde, là, dans le cou. Et bientôt, il convulsera certainement au sol. Moi, j'ai perdu du temps, en revanche, et je me remets à courir. Il a voulu, il a vu que je m'étais pris quelque chose, il a eu peur pour moi, il est venu sur moi au moment où s'est pris la flèche. Je pense même qu'il m'est tombé dessus, tu vois, qu'il est tombé de sa masse sur moi.
J'ai peut-être même roulé, le terrain n'est pas droit, il est peut-être légèrement en pente et on a roulé tous les deux. Le temps que je me relève, je le vois sur le sol en train de convulser avec cette fléchette que je retire, que je sens, tu vois, c'est à la même odeur que ce qui avait été jeté dans le village plus tôt dans la journée. Je le jette, je vois qu'il convulse et je sais ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il va arrêter de respirer, soit s'endormir, soit... Mais j'ai pas le temps de réfléchir à savoir si il meurt ou pas. Je siffle moi aussi, mais c'est pour appeler mon autre gars, Rodrigo. Et là, je sais que tu sais qu'on est là. Donc là, maintenant, je fais plus forcément attention. Rodrigo Il est là, il regarde le corps de Mendoza. Il essaie de se pencher et je le relève. Je dis, la fille Et elle court. Bon, je t'ai pas vu, j'ai pas vu où t'étais parti parce que moi j'étais en train de rouler. Ouh. Et mais moi, je suis pas partie loin, en fait. Mais je suis montée dans un arbre. J'ai galéré, je pense, quand même, à bien monter. Je suis un petit peu trop loin. Mais je suis en train de procéder à un petit truc. En fait, je suis en train de creuser l'arbre pour récupérer la sève. Et je suis en train de me dessiner des petits signes, tu sais, sur le visage, tout en psalmodiant quelque chose. Alors, est-ce que je t'entends le faire ou pas? Dis-moi, ou est-ce que tu marmonnes? Je pense c'est vraiment un murmure, tu vois. C'est limite une prière que je suis en train de faire. Du coup, peut-être que tu m'entends même, en fait. Ouais, peut-être que tu m'entends un peu plus haut. Je pense que tu m'entends et que du coup, je peux pas terminer. Par contre, toi, tu m'entends arriver? Oui, mais t'es pas particulièrement discret, ouais. Et oui, et puis en plus, il y a le cliquetis de la plaque, le cliquetis du casque, que je retire d'ailleurs parce que tu vois, j'ai mes mèches de cheveux qui se soutiennent sur mon front. Et là, je sais que je vais pas me prendre une balle ni rien. D'ailleurs, ce casque, je le jette, tu vois, ce vieux casque qui me sert plus à rien à ce moment-là et qui cache ma visibilité. Et j'arrive dessous de l'arbre où tu es. Mon arme est toujours chargée. Elle était juste tombée au sol, mais tu vois, elle est toujours chargée. Et donc là, je te vois à travers les feuilles. Et je vais mettre mon arme en l'air. Mais je pense pas que je te touche ou alors je te frôle, mais moi je pense que ça te fait tomber. Et oui. En fait, je pense que t'as visé presque juste. T'as dû viser exactement là où je raclais l'écorce. Et je me suis pris une écharde, tu sais. Ça a dû rebondir et je me prends l'écharde et je perds l'équilibre et je tombe au sol. En fait, l'arbre est au bord d'un précipice, tu sais, une espèce de petite côte. Et un peu plus bas, il y a l'entrée d'une caverne. Et je pense pas que je m'en sorte sans blessure sur ce coup-là, vraiment pas. Je pense que je me disloque une épaule. Et là, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et tu m'entends crier de douleur en bas. Tu roules et toi, tu vas arriver à l'entrée de cette caverne. Peut-être que tu la connais, cette caverne. Ouais. Oui, parce qu'elle est pas très loin du village. C'est une caverne que je connais bien et dans laquelle il y a, même pour moi, quelque chose qui me fait peur, qui me terrifie, mais qui me terrifie moins que toi. Et c'est pour ça que je m'y engage, sachant parfaitement cependant que il y a des monstres suceurs de sang à l'intérieur. Et ça, moi, je le sais pas. Et non, toi, tu ne le sais pas. Mais moi, je sais, et je formule une prière à je ne sais quel Quetzalcoatl pour pas me faire bouffer en rentrant. D'autant que c'est la nuit, là. Oui, c'est la nuit. Ce que je fais quand tu roules, de là où je suis, je vais allumer une torche. De toute façon, j'y vois plus rien. Et je ne connais pas cette forêt. Je t'ai vu descendre et puis et en allumant cette torche, je vois qu'à une centaine de mètres à peu près, peut-être un peu moins, il y a l'entrée de cette caverne. Toujours avec mon deuxième homme qui est, quand je passe la flamme devant son visage, je vois la peur dans ses yeux, la peur d'être là, d'être loin des autres. Et il voit ma détermination. C'est hors de question de faire demi-tour. Okay. Ah, ce n'est qu'une fillette. Et là, je le chope par l'espèce de foulard qu'il doit avoir avec... Et si elle va chercher des renforts? T'imagines? On ne peut pas la laisser s'échapper. Elle sait sans doute des choses. Et je me dirige vers la caverne. J'attends même peut-être un peu avant de rentrer.
J'examine l'odeur qui en réchappe. Est-ce que l'entrée est grande? Est-ce qu'il faut se baisser, dis-moi? Non, je pense que l'entrée est plutôt grande, même étrangement grande, tu vois. Et surtout, il n'y a pas un bruit autour. Il y a tous les bruits de la jungle, tout ça. C'est comme si tu les entendais pas ici. C'est comme si tous les sons étaient extrêmement étouffés. Et du coup, t'es un peu seul avec ton bonhomme. Là. T'es avec Rodrigo face à ça. Et de l'intérieur, vous entendez des petits couinements. Des petits... Et toi, tu comparais ça à des rats. Vraiment. Ouais. Et je pense que moi, à l'intérieur, ça me terrifie. Mais j'y vois aussi un gros avantage. Et du coup, je vais commencer à taper. Je vais prendre un caillou et je vais taper contre le mur en gueulant dans ma langue, en psalmodiant quelque chose. Tu sais pas ce que je dis. Et même moi, je dois leur dire, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Et ça commence à grouiller, à sortir de partout. Je ne me fais pas attaquer. Mais tu vois quelque chose, toi, sortir avec, tu sais, t'as la lueur de ta torche, etc. Et tu vois sortir quelque chose de grouillant. Au début, tu dirais une masse. Oui, t'as l'air de, tu sais, de venir du sol, puis du plafond, de partout. Et en fait, ça se jette sur toi. Et c'est des milliers de toutes petites choses. Des chauves-souris minuscules qui s'accrochent à vous et qui viennent dans votre direction. Et moi, j'en profite pour aller au fond de la grotte. Je ne sais pas s'il y a une sortie. Ce qui est sûr, c'est que Rodrigo, il se prend plein de mini chauves-souris, cette créature qu'il a jamais vue, qui s'accroche à ses cheveux, à son... Il part dans la forêt, je pense qu'il doit retourner au village où il doit même peut-être se perdre et disparaître dans les méandres de la jungle. Et moi, je me retrouve complètement écorché vif par ces milliers de griffes qui me viennent dessus. Je vais avoir un inconvénient par rapport à ça, une blessure qui va me gêner. À toi de me dire c'est quoi. Écoute, je pense qu'il y en a un. Tu me dis si c'est abusé ou pas. Moi, je trouve que ça fait mauvais film d'horreur, mais pourquoi pas. Tu t'es fait mordre dans l'œil. Et du coup, t'as perdu enfin, je sais pas si c'est momentané, si ça va durer, mais tu t'es fait mordre à l'œil et du coup, t'as un œil en moins. Je vois Rodrigo, je l'entends crier au loin. Je devais être à genoux, tu vois, complètement prostré, les mains sur ma tête, en attendant que ça s'arrête, que ça finisse. J'entendais ces cris autour de moi, après m'être fait mordre partout. J'entends plus rien, j'entends juste le souffle et l'air chaud qui sort de cette caverne sur mon visage, le sang qui dégouline de mon œil, qui vient donner un goût métallique à l'intérieur de ma bouche. Je me relève, je m'essuie. Je lève ma torche et j'observe ce qu'on voit de l'intérieur. Et on doit pas voir très très loin. J'essaie d'écouter si je t'entends encore. Est-ce que tu continues à crier, à parler? Ça résonne? Alors, tu m'entends pas crier, tu m'entends pas parler. Mais je pense que tu m'entends allumer une espèce de pierre à feu. Tu vois, quelque chose... et moi aussi avoir une torche, parce que je ne pourrais pas évoluer dans cette grotte que je ne connais pas sans lumière. Donc tu dois voir même une lumière qui s'allume au fond de la grotte. Et j'avance. Je pense que si je te vois bouger. Ouais, je pense que tu dois juste voir la lumière en fait parce que peut-être que ça zigzague un peu dans cette caverne et tu vas peut-être juste voir les ombres de ma torche. Moi j'avance doucement. Je pense que le sol est glissant. Ouais, puis ça doit puer, c'était les fientes et tout. Ouais, je vois, ouais. Et moi j'essaie de suivre un peu ta trace. Avec ma torche, j'essaie d'aller sur le sol qui doit être pas totalement lisse de pierre, mais il doit y avoir à un moment donné de la boue. Je dois peut-être voir. Est-ce que tu es pieds nus d'ailleurs? Ouais, moi je suis pieds nus. Ouais. Après c'est une habitude. Ouais, donc, mais je dois voir tes traces. Je dois voir tes traces. Et si tu as allumé une torche, je dois sans doute voir aussi ou sentir l'odeur du feu, ouais. Ouais, l'odeur de feu. Il pleut à l'extérieur. En revanche, moi, je suis rentrée dans cette grotte avec la seule et unique idée d'en sortir à un moment. Et je te sens te rapprocher. Vraiment, beaucoup. Je t'entends. Peut-être, je sais pas si tu me hurles dessus en espagnol ou quoi. Mais j'entends tout ça. Et
et j'arrive à un cul-de-sac parce qu'en fait cette grotte ne s'arrête pas. Ou plutôt, tu sais, ça devient un boyau tellement petit. Je pourrais m'y glisser, mais sans la moindre chance de pouvoir faire demi-tour. Du coup, je renonce. En revanche, je vois la lune en haut. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose parce que ça veut dire clairière. Ça veut dire exposition. Mais j'attrape une racine et j'essaie de monter. Il y a la lumière qui rentre à travers ce trou, mais comme il commence à pleuvoir, les racines, l'eau glisse sur les racines et elles deviennent ultra glissantes. Avec ton épaule, tu n'arrives pas à monter. La salle dans laquelle tu te trouves, la salle des racines, est un peu plus grande et tu vois justement ma lumière de torche qui est en train d'arriver au moment où tu es en train de redégringoler peut-être les 3-4 mètres que tu avais commencé à monter. Et je te vois, moi, à 30 mètres seulement en train de dégringoler. Je vais poser ma torche, je vais réarmer mon arme, ce qui va te relaisser de nouveau une dizaine de secondes pour pouvoir remonter. Je savoure cette espèce de moment. Je te vois que tu as l'épaule en vrac et que tu essaies de grimper, mais que tu glisses. Tu vois, que tu glisses plusieurs fois comme ça. Comme un animal qui est acculé dans un cul-de-sac complètement apeuré. Okay. Je veux retenter ma petite prière à Mère Nature ou je sais pas quoi. J'entends juste que tu grattes le sol, tu vois, que tu essaies de monter. Et moi, je te dis, je prends vraiment tellement mon plaisir à mettre la mèche dans mon mousquet. Parce que je sais que c'est ta fin. Je pense que, tu vois, je fais ma prière et il y a quelque chose, tu vois, qui en moi me dit que c'est bon. Tu vois, c'est ok, ça va se passer. Et j'essaye quand même d'attraper la racine, tu vois. Et en fait, je fais pas gaffe à la racine que je prends. J'en attrape une qui est un peu grosse, un peu épaisse. Et en tirant dessus, je me rends pas compte, mais j'entraîne des pierres avec moi. Et il y a tout un éboulement qui est en train de se faire, qui se crée. Il y a des pierres qui chutent de partout. Ça pue, il y a de la fumée, il y a de la poussière qui s'élève de partout. Ça tremble. Moi, ça me perturbe. J'ai peut-être pas fini de charger mon arme. Et toi, ça te libère complètement l'espace pour pouvoir monter. Parce que du coup, sur les pierres, ça sera beaucoup plus facile qu'avec les racines. Et d'un coup, je vois que moi, j'ai pas eu le temps de finir de charger mon arme. Donc, je vais essayer de me précipiter vers toi. Mais comme l'éboulement nous sépare, en fait, je vais mettre du temps à devoir escalader un peu les pierres. Et ce qui peut te laisser le temps de rejoindre la clairière. Ok, moi, je monte dans la clairière. Je suis encore 10 mètres en contrebas. Je vais pas tarder à remonter parce que c'est assez facile pour moi. Toi, tu es dans ta clairière. Et tu es à découvert. Les premiers arbres se trouvent peut-être à 50 mètres. Je pense qu'il y a deux choses en fait, en plus dans ce paysage. C'est que pas très loin du coup, dans la clairière, il y a une chute d'eau. Je sais qui se fait entendre. Et du coup, il y a un petit lac, une petite rivière qui passe à côté, d'où la mobilité du sol. Et en fait, moi, je sais que ça peut être mon répit à moi. Donc, je cours en direction de ce truc-là et je me planque derrière les pierres humides et je t'attends avec ma sarbacane. Tu sais, je suis en train de recharger et tout. Et je regarde la lune qui est juste au-dessus de moi. Tu sais, t'as des nuages qui doivent se dégager à peu près à ce moment-là. Et j'attends, j'ai mon clean shot, tu vois, je l'attends. Au moment où je mets le nez dehors, en sortant de cette grotte, je vois la direction que tu prends. Je vois juste ta silhouette qui rentre à travers un petit bosquet. J'entends la cascade d'eau et je me dirige dans cette direction, en courant, en haletant. Je te chasse comme si ma vie en dépendait, alors que je pourrais très bien faire demi-tour, mais là, avec ce que je viens de vivre... Le pourrais-tu vraiment? Non. Et j'arrive devant cette cascade, alors peut-être qu'il y a une espèce de petit lac, une lagune en fait, quasiment. Ouais. Mais là je te cherche, je te vois pas. Je suis planquée derrière la chute d'eau et je fais juste sortir la sarbacane, tu vois. Et je veux te tirer dessus. T'es quand même relativement loin. Alors moi je m'approche du bord, parce que peut-être je prends une branche, j'essaie de taper sur l'eau, tu vois, pour faire des ondulations, pour essayer de remarquer s'il y a une ombre quelque part, tu vois, avec la lumière de la lune qui se reflète et ça reflète peut-être sur les parois même de l'endroit où la cascade est en train de tomber. Je tape sur l'eau, je montre ma présence, limite, et je t'appelle même d'ailleurs. Où es-tu? Montre-toi! Et je ne te réponds pas. La seule chose qui te répond, c'est un sifflement. Et ça siffle, mais à côté de ton oreille. Et je pense que tu vois mon ombre. Tu sais, il y a la lune qui me trahit à ce moment-là. Et tu vois mon ombre derrière la chute d'eau.
Donc je vais pas aller là, je vais pas aller à ta rencontre. Je pense que même comme tu me tires dessus, je sais pas, je vais peut-être me cacher. Enfin, tu vas essayer de me mettre à couvert. Je finis d'armer mon arme en attendant. Moi, je vais pas recharger ma sarbacane parce que je pense que je suis à court de munitions. Je suis partie en chasse, hein. Je suis pas partie pour vous tuer. Et du coup, je laisse tomber ça. Enfin, j'essaie de reprendre mon souffle. Surtout mon épaule qui me gêne quand même pas mal. Je vais essayer de me plaquer contre la pierre et donner un grand coup pour essayer de la renfoncer. Bref, du coup, je perds vraiment mon temps à faire ça parce que je sais que je vais en avoir besoin pour monter en haut de la chute. Du coup, tu dois entendre un cri déchirant sortir de derrière la chute d'eau. Et en revanche, je pense que t'entends aussi de venir tu sais, d'entre les arbres. Tu l'entends d'abord. Normalement, on ne les entend pas. Après tout, je l'ai appelé pour qu'il vienne. Et j'ai réussi. C'est une chance. Ou peut-être que c'est simplement un jaguar qui vient boire. Après tout, elle doit être très fréquentée, cette chute d'eau. Et face à toi qui sort des fourrés, peut-être surpris lui aussi, un jeune jaguar. Tu n'en avais jamais vu, c'est un chat gigantesque qui s'interrompt face à toi et qui se penche légèrement. J'ai les mains qui tremblent. J'étais en train de finir de charger mon arme. J'ai peut-être juste à insérer le projectile à l'intérieur du mousquet. Mais je tétanise. Et lui, il doit rester complètement statique face à moi. Peut-être que je l'ai même attiré en tapant sur l'eau, tu vois, ou quelque chose comme ça. Je sais comment c'est un chat, par contre. Tu vois, je le vois avec ses oreilles en arrière et prêt à bondir. J'y vais tout doucement avec ma mèche. Je suis encore accroupi comme j'étais derrière cet arbre. Je t'ai entendu crier. Alors, est-ce que le fait que t'aies crié, c'est ça qui l'a fait venir ou est-ce qu'il était déjà arrivé quand t'as crié? Va savoir. Est-ce que c'est après moi ou après toi qu'il en a? On ne sait pas. En tout cas, il est face à moi. Il va peut-être faire un pas, tu sais, avancer avec sa gigantesque patte qui se pose, se tasser, et puis bondir dans ta direction. Alors, est-ce que tu me permets d'avoir fini Ouais, de charger mon arme carrément, parce que je pense que vous vous êtes observé un long moment quand même. Tu vois, il a dû te jauger. Toi, il t'a jamais vu. C'est quoi cette... Tu sais, je t'imagine en plus avec une espèce d'armure qui doit refléter la lune et tout. C'est un peu inquiétant. Et c'est peut-être à ce moment-là, quand toi, tu sais, tu commences à bouger pour le mettre en joue, que lui, il va se précipiter dans ta direction. Au moment où il se jette sur moi, j'ai un bond en arrière. Et tu vois, c'est au moment où limite il est quasiment à ma hauteur. Et que moi, je tombe en arrière. On est comme si on était parallèles, tu vois, tous les deux dans notre chute. J'ai mon arme sur moi et je tire. Il est peut-être même limite le canon qui était déjà presque sur sa panse. Et sa panse explose avant que cette masse de presque 60 kilos me retombe dessus. À ce moment-là, je pense que t'entends un cri, c'est une espèce de non, tu vois, quelque chose de assez déchirant. Et quand tu te retournes, tu dois me voir avec un genou à terre, avec dans une main un arc, tu vois, que j'ai posé. Et t'es trop loin pour le voir, mais j'ai vraiment des larmes de tristesse qui coulent. C'est un énième deuil dans cette journée. Et je me relève, je saisis une flèche et je la pointe dans ta direction, en jurant. Et la flèche vient se flanquer peut-être dans ta cuisse. Je venais à peine de me relever. Ouais. Quand je sens juste cette douleur vive, comme si une araignée venait de me mordre en fait. En réalité, c'est une flèche qui vient de se planter à l'intérieur de ma cuisse. Ah, je remets un genou à terre et cette fois je tourne la tête et je te vois près de la cascade. Une espèce de haine, de rage dans mon regard. Je dois tirer la langue dans ta direction, mais tu sais pas tirer la langue comme une enfant, c'est vraiment comme les Maoris. Et je tends la main vers mon carquois et j'ai plus de flèches. J'ai vraiment du mal à me relever. T'as plus de flèches, qu'est-ce que tu fais quand tu t'en aperçois? Là, je suis à court de munitions, je suis à court de tout. À un moment, ça gronde derrière moi. Ça faisait des jours qu'on voyait qu'il y avait la pluie qui tombait sur les montagnes un peu plus en amont. Et là, les lourds nuages noirs se sont déplacés jusqu'à nous.
Un peu comme vous, en fait. Il y a un parallèle entre ces nuages et ces colons qui arrivent. Toute l'eau qui s'est accumulée dans les montagnes tombe là maintenant. Et ça craque derrière moi. Et je vois, tu sais, mes pieds qui étaient hors de l'eau, qui commencent à être dans l'eau. Et le lit de la rivière qui s'étend, qui s'étend. Et quand je me retourne, je vois cette espèce de vague d'eau immense qui s'approche. Et j'ai peur et mon cœur s'emballe parce que j'ai l'impression que la nature joue contre moi. Les arbres sont assez loin. Mais avec un peu de chance, si je me presse, je peux réussir à en attraper un pour essayer de pas me faire emporter. Tu te fais emporter et je pense même que je me prends une vague aussi en même temps qui m'emporte. Et moi je vais essayer d'attraper un tronc pour essayer de pas couler, de pas rouler bouler à l'intérieur de cette espèce de rapide qui est en train de se créer à travers la forêt. Le lit de la rivière doit pas faire plus de 3 mètres, mais assez profond, tu vois, l'histoire qu'il y ait de la pression qui nous fait peut-être même redescendre sur le village quasiment. Ouais. Je me fais emporter et je pense que je dois avoir du mal à respirer avec mon armure de plaque. Je vais essayer peut-être même, quand je suis en train de couler, essayer de la décrocher pour essayer d'être moins lourd. Je perds mon fusil, j'enlève mon équipement histoire de pouvoir nager et pas couler. On est tous les deux extrêmement blessés. On a été malmenés pendant très longtemps. Il n'y a plus d'orage. On entend toujours la jungle. Mais c'est grand jour quand on se réveille. Moi, j'ouvre les yeux, j'ai du mal à voir. Tu sais, ça s'ajuste difficilement. C'est un peu flou. Et j'entends ces flots, l'air plus flot. Le sable qui glisse sous les avant-bras nus. Je dois avoir perdu une partie de ma tenue. J'ai mal à une cheville. Et il me reste juste un coutelas, tu sais, un petit coutelas sur moi, quelque chose dans le genre. Et j'ai été complètement lavée. J'ai un mal de crâne terrible, j'ai du sang sur la joue, j'ai du sang un peu partout. Et quand je me redresse difficilement, je dois voir à peut-être 15-20 mètres ta figure. Et ces infatigables mouettes qui gueulent juste au-dessus de nous. Moi, je me suis débarrassé de toute la plaque lourde que j'avais sur moi. J'ai plus de fusil et j'ai effectivement aussi une vieille dague, la dague de mon père, une dague que j'ai depuis que je suis enfant, qui était restée à ma ceinture. La tête complètement ensablée, du sable dans la bouche peut-être, mon œil complètement fermé. Et je vois juste un halo de lumière à cause du soleil, la houle qui fait ce bruit. Et je vois ta silhouette, tu es peut-être déjà debout avant moi, à une vingtaine de mètres. Je suis encore à genoux, ou peut-être j'essaie de me redresser à 4 pattes. Moi, je vais avancer, je vais faire une espèce d'état des lieux de ce qui me reste de rien. J'ai mon coutelas, je dois avoir encore ma ceinture, mais tu sais, il doit y avoir des trucs qui sont pétés, c'est dégueulasse, ça m'a dégueulé dessus, je dois avoir du verre, tu sais, des espèces de teintures étranges. Et comme je te vois pas bouger, je m'approche de toi persuadée que t'es mort, persuadée qu'en fait la nature nous a punis, mais que toi, elle t'a puni plus que moi. Parce qu'après tout, t'as rien à faire là. T'es pas un enfant de la nature, alors j'avance en savourant presque une victoire trop tôt. Et j'arrive vers toi avec mon poignard quand même dans la main. Et je te regarde juste pitoyable créature et je lève la main et je m'apprête à te poignarder. Quand j'ai relevé doucement la tête, ce que t'as pas vu, c'est que j'avais vu ta silhouette et j'ai dû te voir te rapprocher. J'ai faim de rester au sol et je m'attends à vouloir te bloquer, te parer ou bouger en tout cas, vu que tu penses que je suis mort. Je fonds sur toi, mais plus ou moins volontairement. En fait, c'est aussi les forces qui viennent à me manquer. Et ça se plante, tu sais, je pense que je visais le cœur et ça se plante au-dessus. Et je suis surprise quand je t'entends crier. Je m'attendais pas à t'entendre crier. Moi, je voulais juste ouvrir, sortir ton cœur et tu vois, le balancer à la mer, me débarrasser de ça. Et je t'entends hurler et je me rends compte que toutes mes croyances sont fausses, que le jaguar m'a pas sauvé, que la nature m'a pas sauvé. Et quand je t'entends crier, je recule. Je recule dans la précipitation, mais je suis à moitié au sol. Enfin, je suis totalement au sol même d'ailleurs. La douleur me fait tressaillir et je me relève, mais d'un seul coup, comme si ça faisait une décharge d'adrénaline. Et par contre, tu as touché une artère. Je vois que je saigne, je sens que je suis touché mortellement. Je vais retirer la dague, il doit peut-être me rester une quinzaine de secondes à vivre à ce moment-là, je pense. Okay. En plus, en retirant la dague, la pression du sang va gicler. Comme tu es au sol, je pense que je vais jeter toutes mes forces
avec cette dague en avant pour essayer de te poignarder au thorax. Si on part à deux. Mais tu vois cette haine dans mon regard, cette folie en fait. Je me relève, tu es sur les fesses mais avec les genoux relevés, comme si tes mains étaient dans le sable et que tu essaies de reculer, mais tes mains s'enfoncent dans le sable et tu glisses. Tu glisses et tu n'arrives pas à reculer assez. Et moi j'ai juste le temps de fondre sur toi et de sauter avec les deux mains le poignard. Ma tête vient se coller à l'intérieur de ta nuque. J'enfonce ma dague dans ta poitrine. Je lâche mon dernier souffle au niveau de ta nuque. Esteban, loin des côtes espagnoles, très loin des côtes espagnoles, mais encore dans les bras d'une femme, juste pas la bonne, sans doute. Tu expires, ton dernier souffle se relâche dans sa nuque, et tu sens son sang qui gicle en dessous de toi. Toi, tu atteindras certainement dans ton idéal les portes du paradis. Elle, certainement pas. Impie qu'elle est. Elle a ce geste étrange de te rapprocher d'elle à ce moment-là, comme si j'essayais d'accrocher, tu vois, ta nuque pour essayer de te tuer encore plus parce que je refuse de mourir vraiment seule, et je sais pas si je t'embrasse ou si je te tue à cet instant-là, parce que je ne sais pas si je t'aime ou si je te hais. Et je pense à toutes les personnes qui ont pu mourir dans mon village à cet instant, alors que mes forces me quittent et que mes yeux se ferment.